Le Galate blessé du musée du Louvre est une œuvre qui permet de parler de beaucoup d'aspects qui concernent l'art de Pergame, les offrandes royales, l'art de la copie romaine, la question du contexte de cette œuvre aussi bien durant l'Antiquité qu'à Rome, qu'à l'époque moderne. Autrement dit, le Gaulois blessé du Louvre, ou le Galate blessé du Louvre, on dit Galate, Gaulois, Celte, c'est la même chose, est une œuvre extrêmement riche à étudier, pour la bonne et simple raison qu'elle fait d'abord partie d'une série. C'est une statue qui a été découverte en 1514 à Rome, dans la région du Champ de Mars, à côté du Palazzo Orsini, en même temps que plusieurs autres statues. Ça, nous le savons par un témoignage du seigneur Strozzi, qui nous parle de sa visite chez la princesse Orsini, qui est la veuve de Pierre de Médicis. Et cet aristocrate qui vivait à ce moment-là à Rome avait dans sa collection toute une série de statues de petites dimensions. On en dénombre aujourd'hui 6 ou 7. 6 ou 7, 6 chez elle, la 7e, elle a tout de suite offerte à son parent, à son beau-frère, Léon X, le pape Léon X Médicis. Donc il y avait là à Rome une série de sculptures, mais aujourd'hui nous comprenons que toutes ces œuvres qui sont des copies d'époque romaine, probablement réalisées sous Trajan ou Adrien, d'après le détail de leur style, par un atelier qui était un atelier de sculpteurs, de copistes originaires d'Asie mineure, de la région d'Aphrodisias, j'y reviendrai. Toutes ces copies, en fait, sont le reflet d'un groupe célèbre, et cette fois-ci, nous parlons de l'art hellénistique, de Pergame, de la défense de l'hellénisme contre la barbarie, des victoires d'Attale Ier contre les barbares, contre les Celtes. Donc il faut bien comprendre ces différentes strates pour comprendre la statue. Regardons un petit peu de quoi il s'agit. Un groupe, aujourd'hui une dizaine d'œuvres, 10 œuvres conservées au musée du Louvre, à Aix-en-Provence, mais le Perse d'Aix-en-Provence vient d'être déposé au Louvre pour 5 ans, donc nous pouvons présenter les 2 œuvres ensemble, et puis des œuvres au musée de Naples et au musée de Venise. Toutes ces œuvres montrent des Celtes, des géants, une femme qu'on interprète soit comme une Amazone, soit comme la femme d'un Galate, c'est un débat, et des Perses. Tout ceci à petite échelle, demi-grandeur nature, ce qui fait immédiatement penser à une mention de Pausanias, ce voyageur qui décrivait les sanctuaires grecs sous Antonin le Pieux et Marc Aurèle, donc vers 170 surtout de notre ère. Pausanias dit que sur l'acropole d'Athènes, côté sud, il y avait tout un ex-voto, tout un groupe dédié par Attale, il ne dit pas lequel, et là était représenté, à côté du Parthénon, surplombant pratiquement le mur de Péribole, donc ça se voyait de loin en contrebas de l'acropole, là était représentée la lutte entre les dieux de l'Olympe et les géants, une gigantomachie, mais aussi une amazonomachie, la lutte entre les Grecs et les Amazones, qui sont aussi des forces du chaos pour les Grecs, comme les géants, l'exploit des Grecs à Marathon, autrement dit la bataille de Marathon dans le contexte des guerres médiques en 490 avant Jésus-Christ, ce qui est un élément fondateur bien sûr de l'hellénisme triomphant, et enfin la destruction des Galates en Mysie, autrement dit les victoires des Attalides, de la dynastie des Attalides, contre les Galates qui, du centre de l'Anatolie, de Galatie, faisaient régulièrement des incursions vers la Mysie ou vers les cités grecques de la côte. Alors, la question qui se pose, c'est bien sûr de comprendre mieux la nature de ce groupe. Plusieurs thèmes, comment étaient-ils présentés? Pendant longtemps, on s'est dit que, et c'est d'ailleurs une reconstitution de Bernard Andréae, que les œuvres étaient sur le mur de Péribole, parce que certains témoignages en parlent du contrebas de l'acropole. On pensait qu'elles étaient visibles parce qu'elles étaient sur le mur qui délimite le sanctuaire. Dans les années 2000, Manolis Korres a découvert les vestiges de plusieurs bases. Il a trouvé 13 blocs qui lui permettent de reconstituer 4 grandes bases sur lesquelles étaient placés les originaux. Alors ces bases nous disent plusieurs choses. Ces bases qui font 84 cm de largeur au maximum et qui étaient très longues, les 4 bases réunies, c'était pratiquement 120 mètres de long. Eh bien, ces bases nous disent qu'il y avait là à peu près 130 statues. On reconstitue généralement, d'après les trous de crampons des bronzes, 132 statues. Nous savons maintenant qu'il s'agit bien de statues en bronze. D'après la position
des pieds des personnages, nous pouvons maintenant dire que les vaincus, mais aussi les vainqueurs étaient représentés, alors que les copies romaines trouvées à Rome ne représentent que les vaincus. Il y a donc longtemps eu un débat pour savoir si les vainqueurs étaient dûment représentés. C'était le cas. Et on regarde aussi maintenant différemment les choses sur la présentation de ce monument par rapport au Parthénon et par rapport au mur de Péribole. Donc le long du Parthénon, mais sur des bases qui devaient mesurer plus d'1,50 m de haut. Donc elles étaient en hauteur. Il fallait être vraiment contre le Parthénon un petit peu plus haut sur le terrain pour apprécier les œuvres. En revanche, les bases étaient suffisamment hautes pour que, de l'extérieur de l'acropole, on puisse les deviner, se détachant effectivement sur le long côté du Parthénon. Donc ça, on le comprend beaucoup mieux. On peut aussi réfléchir au thème représenté. Quelle est la signification de cet ex-voto? La lutte contre les géants, le chaos, une lutte cosmique. La lutte contre les Amazones, des barbares, des orientales, une lutte héroïque. La lutte contre les Perses, un combat historique cette fois-ci qui fait la part belle aux Athéniens, donc à l'hellénisme le plus traditionnel, le plus historique. Et enfin, en droite ligne, et c'est bien sûr de la propagande, le digne héritier de toutes ces luttes, le souverain Attalide, Attale, qui lui arrive à détruire la menace galate, à détruire ces armées celtes qui menacent à nouveau l'hellénisme. Donc bien sûr que la dynastie des Attalides, qui remporte plusieurs victoires, notamment à la bataille du Caïque en 237 avant Jésus-Christ contre les Galates, bien sûr que les Attalides se mettent dans la droite ligne de tous ces événements de façon très laudative pour eux. Et puis on peut regarder aussi le programme du Parthénon. Sur le Parthénon, on retrouve, sur les métopes de la frise dorique, effectivement, une gigantomachie, une amazonomachie. La nuance, et d'ailleurs François Quérel le dit bien dans son manuel, c'est que ce qui est mis en rapport sur le Parthénon avec cette amazonomachie et cette gigantomachie, ce sont des mythes. Le sac de Troie et la centauromachie. Alors que pour l'offrande Attalide, à l'époque hellénistique et non plus à l'époque classique, cette fois-ci, le discours est beaucoup plus direct. À la gigantomachie et à l'amazonomachie, cette fois-ci, on associe non pas des mythes, mais Marathon et la bataille du Caïque. Autrement dit, les références sont beaucoup plus directes. On peut faire un parallélisme, mais les références qui mettent en valeur les Grecs sont beaucoup plus directes. En tout état de cause, c'est bien une œuvre de propagande. Les mythes, la religion grecque au sens le plus fondamental sont mis en rapport avec des événements historiques lointains et plus récents pour faire des Attalides les nouveaux défenseurs de l'hellénisme face à la menace barbare dans la lignée des Athéniens. C'est important de le comprendre parce que c'est un royaume relativement récent. Philéteiros, le fondateur de la dynastie, était un général des Séleucides. C'était le général d'une citadelle. Alors dans cette citadelle, il y avait le trésor des Séleucides, il s'en est emparé, c'est la raison pour laquelle, avec cette fortune, il a pu fonder un royaume. Mais nous n'en sommes avec cet ex-voto qu'à la 3e ou à la 4e génération des Attalides. Donc c'est important pour eux de marquer le pouvoir. Je dis deuxième ou 3e ou 4e génération, j'hésite, parce que Pausanias dit Attale. Mais quel Attale? C'est un débat, bien sûr. Attale Ier ou Attale II? Alors là, il faut regarder deux choses, le style des copies et les événements historiques. Quand on regarde le style des copies, d'abord on peut les dater de 130 de notre ère en comparant le détail de la chevelure, le détail des sourcils, avec des œuvres connues de l'époque adrianique, notamment le satyre rouge ou le vieux centaure en marbre gris. Ça, c'est une chose qui permet de situer la copie romaine faite dans des ateliers d'Asie mineure avec du marbre de Göbektepe, de la région d'Aphrodisias, donc des copies faites, bien sûr, dans un contexte à l'époque romaine. Mais quand on regarde le style, on s'aperçoit que c'est un style très emphatique, un style qu'on appelle baroque. Les attitudes sont contrastées, les personnages prennent entièrement possession de l'espace quand ils sont encore combattants ou s'effondrent au sol. Les attitudes sont encore une fois très vives ou alors absolument pathétiques. Les visages sont très expressifs, le pathos triomphe. Tous ces personnages sont expressifs, froncent les sourcils, entr'ouvrent la bouche et les musculatures sont elles-mêmes pratiquement congestionnées tant elles sont cernées, tant les muscles sont bandés dans l'effort. Donc tout ça, c'est bien sûr ce qu'on appelle le style baroque
à l'époque hellénistique, un style déclamatoire qu'on préfère pour les grands ex-voto qui sont des commandes royales. Mais est-ce que là, en regardant les copies, on a un indice pour se dire qu'on est plutôt sous le règne d'Attal Ier ou d'Attal II? On a dit que cette exacerbation du style était peut-être un indice pour situer la commande sous le règne d'Attal II, autrement dit au moment de l'autel de Pergame, parce qu'on aurait là une forme exacerbée de ce style baroque hellénistique. Mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait qu'en marbre, on a traduit le bronze de façon un peu exacerbée. Peut-être qu'il faut aussi regarder le contexte historique. Attal II n'a pas de grand rapport avec Athènes, alors qu'Attal Ier en a beaucoup, et là nous avons des témoignages très importants pour nous dire qu'Attal Ier, en 200 avant Jésus-Christ, s'est rendu en visite diplomatique à Athènes pour se rapprocher d'Athènes qui craignait la menace antigonide, autrement dit les menaces proférées par le roi Philippe V de Macédoine. C'est le moment où les Attalides et les Romains se rapprochent d'Athènes. Et puis, donc c'est peut-être le moment où Attal Ier a commandé le groupe et il revient à Athènes en 199 à 2 reprises. À ce moment-là, il vient participer au mystère d'Éleusis et puis il continue à se placer du côté des Athéniens contre la dynastie macédonienne des Antigonides. Donc il a là peut-être l'occasion de voir la dédicace, d'inaugurer pratiquement l'ex-voto. Donc à ce moment-là, il faudrait préférer Attal Ier comme hypothèse et situer les originaux en bronze du groupe dont nous connaissons les copies de l'époque adrianique vers 200 avant Jésus-Christ. Qui a réalisé ce groupe? Encore une fois, un groupe considérable. 130 bronzes demi-grandeur nature placés sur 4 bases le long du Parthénon. Qui a fait ces œuvres? Les copies des artistes d'Asie mineure, de la région d'Aphrodisias qui travaillaient à Rome pour les Romains. Mais les originaux, de qui peut-il s'agir? Alors là, il y a peut-être une hypothèse à mettre en exergue. Peut-être qu'Attal Ier, tout simplement, s'est adressé aux artistes de la ville qu'il visitait, pour des raisons de commodité, auquel cas il s'agirait d'Athéniens. Et on a pensé notamment à un artiste qui s'appelle Phyromakos et qui a réalisé un portrait d'Antisthène, qui est connu par des copies romaines, qui a aussi réalisé une statue d'Asclépios pour Pergame, donc un artiste qui avait des rapports avec Pergame puisqu'il a réalisé la fameuse statue d'Asclépios pour Pergame. Et bien ce Phyromakos, quand on regarde son style, et notamment le style du portrait d'Antisthène, et qu'on le compare avec celui de certaines copies d'époque romaine du petit ex-voto attalide de l'acropole d'Athènes, notamment le géant mourant du musée archéologique de Naples, on se rend compte qu'il y a là des parentés. Alors ça n'est qu'une hypothèse, mais il est probable, si nous résumons les choses, que cet ex-voto a été dédié sur l'acropole d'Athènes par Attal Ier plutôt que par Attal II, alors que Pausanias ne précisait pas, il disait simplement Attal. Par ailleurs, l'atelier qui a réalisé ces bronzes est un atelier typique de l'époque hellénistique qui réalise des grandes commandes royales. C'est probablement, ou vraisemblablement en tout cas, un atelier actif à Athènes et pourquoi pas un atelier dirigé par Phyromakos si on reprend ces comparaisons que je faisais avec une statue de Naples. Alors, le Galate blessé du musée du Louvre permet d'observer un certain nombre de détails qui existaient bien sûr sur les originaux en bronze. Ce que nous avons sous les yeux, c'est une copie d'époque romaine en marbre, du marbre d'Asie mineure, du marbre de Göktépé, de la région d'Aphrodisias. Mais on voit bien que les copistes originaires de la région d'Aphrodisias ont cherché à reproduire des détails du bronze original, notamment en ce qui concerne les blessures. Sur un bronze, les blessures sont traitées souvent de manière spécifique, dans un alliage plus riche en cuivre pour montrer le sang qui coule. Sur la copie, on voit bien le détail du sang qui coule de la plaie. Évidemment, la couleur manque. On pourrait aussi citer d'autres détails qui, cette fois-ci, sont des détails trompeurs. Les armes au pied du Galate, bien sûr, nous disent que c'est un celte. Il s'agit d'un bouclier principalement avec un hombo et une nervure centrale. Attention, depuis qu'on a étudié les bases qui sont conservées sur l'acropole, et notamment les traces de crampons qui permettaient d'insérer les statues sur ces bases, on se rend compte que les armes ne semblaient pas présentes. Donc il est vraisemblable que les armes sont un ajout du copiste. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un ajout pertinent, puisque c'est un ajout qui parle précisément de la celtitude de ces Galates, si je puis me permettre ce néologisme.
Le groupe des copies romaines qui concerne le petit ex-voto Attalide de l'acropole d'Athènes se constitue de 10 statues. Au Louvre, nous en conservons une, le Gaulois blessé, mais depuis quelques semaines, nous en présentons 2, tout simplement parce que le musée d'Aix-en-Provence a eu la générosité de nous faire un dépôt et nous pouvons maintenant présenter le Gaulois blessé du Louvre et le Perse vaincu côte à côte. Ces œuvres ont été découvertes ensemble en 1514 à Rome. Le Perse a été offert très rapidement par la princesse Orsini au pape Léon X et dorénavant, c'est la première fois qu'on les représente ensemble depuis le début du XVIe siècle. C'est très important parce que ça permet de mieux suggérer cet effet de groupe et la diversité des thèmes. Cette présentation est absolument inédite et nous la devons beaucoup à François Quérel qui a repéré cette œuvre au musée d'Aix-en-Provence et qui lui a redonné son statut en comprenant l'histoire, en reconstituant le pédigré, cette œuvre passée par la collection Orsini, puis chez le pape Léon X, enfin chez le cardinal Lercari et enfin par le cardinal Polignac ou encore le sculpteur Lambert Sigisbert Adam. Donc vous voyez qu'il a toute une histoire très complexe, mais qui a été très bien reconstituée et qui permet bien d'établir que cette œuvre fait partie du fameux groupe des petits ex-voto Attalides.